Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Comment vous l'avez trouvé, Emmanuel Macron? Est-ce que, selon vous, il a répondu à la colère des Gilets jaunes? D'abord, c'est un exercice un peu convenu. Il avait été mis en scène, on attendait sa prise de parole, il avait cultivé ce silence alors que le pays, depuis 3 semaines, se mobilise et réclame plus d'égalité, plus de justice sociale. Et donc, dans ce type d'exercice, on a souvent des mots qui reviennent, des expressions qu'on a déjà entendues, notamment l'état d'urgence sociale, c'est une expression qu'on avait entendu chez François Hollande. Moi, je suis très étonné qu'un jeune président élu il y a 18 mois découvre l'état du pays. Et donc, je crois qu'il a un peu reculé, en effet. Et c'est la preuve que la mobilisation peut payer. Les quelques annonces sont, dans le logiciel d'Emmanuel Macron, des vrais reculs. Et en même temps, je considère en effet que les annonces ne correspondent pas vraiment à cette demande d'égalité très forte qui se manifeste depuis 3 semaines dans le pays. Rien sur la justice sociale. Rien sur l'ISF, bien au contraire, il justifie la suppression de l'ISF, rien sur l'écologie, alors que samedi dernier, ce qui a été surprenant, c'est la jonction dans beaucoup de villes, à Marseille, à Bordeaux, en partie à Paris, des gilets jaunes et des mobilisations climat. Et puis, au fond, les mesurettes annoncées face aux gilets jaunes, ce sont des mesures qui seront toutes payées par l'impôt, toutes payées par les contribuables. Et ce que j'ai envie de dire, moi, après l'intervention de 13 minutes du président de la République, finalement, c'est que les gros pollueurs et les riches peuvent continuer à dormir tranquilles, en fait, dans ce pays. C'est votre sentiment ce soir, parce que Emmanuel Macron tout de même a eu un mot. Enfin voilà, la lutte contre l'évasion fiscale, les dirigeants doivent payer en France, les entreprises aussi. Pour vous, il n'a pas quand même le souhait de faire changer, de faire bouger les lignes là-dessus? C'est assez surprenant que quelqu'un qui depuis 18 mois cultive en fait un exercice assez vertical de l'autorité du pouvoir commente en fait une réalité. Il a une majorité écrasante à l'Assemblée, il a un gouvernement qui il peut contredire, d'ailleurs il l'a fait et sur le SMIC et sur la CSG, et qu'il se dit simplement que, en effet, tout dirigeant d'entreprise devrait payer ses impôts en France. Mais ces mesures-là, elles sont débattues depuis de longues années. D'ailleurs, quand j'étais parlementaire, on a débattu sur le statut des banques, sur la lutte contre l'évasion fiscale, et à chaque fois, sa majorité, en fait, s'est opposée aux mesures les plus dynamiques, les plus déterminantes, les plus restrictives en fait pour s'attaquer à la fraude fiscale. Donc voilà, moi j'ai l'impression en effet que c'est un peu un discours qui est pas dans le bon timing. Il a toujours un petit train de retard face à la mobilisation, à l'ampleur qu'a pris cette mobilisation. J'ai vraiment l'impression que ce qui est posé, c'est les fondements de notre contrat social. Et de manière très, j'allais dire très française. C'est des mots très forts qui sont évoqués par les Gilets jaunes. C'est la question de l'égalité, la question de la liberté, la question de la fraternité. Comment, dans un pays, en fait, on a la possibilité de vivre dignement? Comment on participe tous à égalité, à proportion de nos revenus, de nos efforts, à la richesse du pays, à son développement, au maintien des services publics. Il n'a rien dit sur les services publics. Et c'est une question qui est fondamentale, notamment dans la mobilisation des Gilets jaunes. Je vous rappelle que les carburants et la hausse des carburants a été le déclencheur, la petite mèche qui a mis des femmes et des hommes en mouvement, sans doute pour beaucoup pour la première fois. Mais la question du territoire, de la desserte, des suppressions des petites lignes ferroviaires, ces questions-là, elles sont c'est vrai qu'il veut lancer le débat, il affirme qu'il veut rencontrer les maires un par un, il a, semble-t-il, conscience, en tout cas, du diagnostic, mais moi, j'ai effectivement, pas envie de lui jeter la proposition. pierre parce que la situation serait facile, en fait. Voilà, il est décalé, il n'est pas dans le rythme, il a l'impression, enfin en tout cas il donne cette impression de courir après un mouvement, mais c'est vrai que tout ça est un peu surprenant. Je regardais la journée d'aujourd'hui à l'Élysée où il a reçu, il a reçu tout ce qu'il n'a pas reçu pendant 18 mois, c'est-à-dire les syndicats, les maires, les partenaires sociaux, enfin tous ces corps, toutes ces instances, tous ces élus qu'il n'a cessé de mépriser depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est tout de même surprenant qu'aujourd'hui, il se retourne vers lui. Vous pensez qu'il s'est déjugé par rapport au candidat Macron? Parce que, mettez-vous à sa place, moi je suis là effectivement pour apporter la contradiction. Le président de la République a été élu démocratiquement. Il peut aussi se dire, voilà, j'ai été élu sur un programme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il doit être déboussolé lui aussi à ne pas savoir ce qu'on lui reproche finalement. Qu'un président de la République est élu dans ces conditions-là. Moi, je ne mets pas du tout en cause l'élection.
Et vous pensez que le candidat Macron n'est pas le même que le président Macron? Chirac avait été élu dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que quand on se retrouve face au Front National, en fait, le pays vote en grande partie pour écarter ce risque. Et donc, c'est pas une adhésion. Moi, j'ai voté pour Emmanuel. Pourquoi pas les candidats comme Benoît Hamon? Benoît Hamon, si mes souvenirs sont bons, il a fait 6% à la présidentielle et peut-être qu'il était plus proche des idées des Gilets jaunes aujourd'hui. Qui a appelé au second tour à voter pour Emmanuel Macron. Et je disais dans l'appel que j'ai rendu public, qui a été adressé à mes électeurs, que ce n'était pas un chèque en blanc. Ce n'était pas une adhésion à son programme, que c'était même la manifestation à la fois d'un intérêt pour sauvegarder les institutions républicaines face à l'extrême droite et un désaccord profond que j'avais avec ses propositions politiques, donc que ce n'était pas un soutien. C'était un soutien pour la démocratie et pour la République, mais ce n'était pas un soutien à Emmanuel Macron. Donc ne pas tenir compte des conditions dans lesquelles on est élu, dans lesquelles on accède à la magistrature suprême, est une erreur. Il n'y a pas d'adhésion massive au programme qui est celui d'Emmanuel Macron. Il aurait dû donc entendre, écouter, débattre, ne pas considérer au fond que sa victoire était une sorte de chèque en blanc que le pays lui avait donné. Et depuis 3 semaines déjà, et on le voit partout en France, ce qui est dit est contraire, absolument contraire à ce qui fait son logiciel politique. C'est vrai qu'il est bousculé, mais quand on fait de la politique, on écoute, on entend, on est un représentant de celles et de ceux qui ont décidé de nous mettre en responsabilité. Et je crois qu'il est encore ce soir un peu loin du compte. Comment peut-il se sortir de la crise et surtout sortir le pays de la crise? Parce qu'on a du mal à imaginer la suite. On le voit, son allocution n'a pas satisfait grand monde. Un acte 5 est sur le point de se produire samedi prochain. Comment peut-on en sortir maintenant? Je crois que la question, au fond, du sens de la politique, du sens du contrat social, de ce qui nous lie, de ce qui fait qu'on est une nation, qu'on est un pays. Pourquoi vit-on ensemble? C'est quoi la France? La France, c'est des conquêtes sociales, c'est des batailles qui ont permis de construire un pays où il y a un État régulateur qui intervient, qui a des hôpitaux, des écoles, des voies ferrées. C'est un patrimoine que nous avons construit ensemble, nous, citoyens français. Et faut donner du sens à ce contrat-là, à ce contrat social. Pourquoi sommes-nous une nation et quelle est la direction qu'il propose en tant que président de la République? Moi, je n'ai pas entendu ça. Ce que j'ai entendu ce soir, c'est une sorte de petit comptable, en fait, qui a pris 2 ou 3 mesures, dont certaines ont déjà été expérimentées, notamment par Nicolas Sarkozy, la défiscalisation des heures supplémentaires, avec une efficacité pour le moins contestable. Et puis pour le reste, oui, il y a une petite hausse du SMIC qui sera payée évidemment par l'impôt et qui est une augmentation sur le brut et pas sur le net, qui est loin du compte, puisque vous le savez aussi bien que moi, c'est 1500 net qui étaient demandés dans les ronds-points par les gilets jaunes. Et puis pour le reste, on reste considérablement sur notre faim. Sur l'écologie, pas un mot, alors que la mobilisation en faveur du climat, elle n'a cessé d'augmenter et qu'elle a en partie fait cause commune ce week-end avec les gilets jaunes. Aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir à horizon dans quelques mois? Cette mobilisation, vous la voyez se radicaliser, se durcir? Je ne crois pas qu'on puisse utiliser des termes qui peuvent en soi effrayer, radicaliser ou se durcir. Mais en même temps, vous avez vu les samedis, c'était tout de même assez effrayant, les images qu'on voyait chaque samedi, elles sont pour le moins effrayantes. Les scènes de violence, elles ont été mises beaucoup en exergue. J'ai eu l'impression, en effet, que ce samedi, ça a été un peu plus calme, en fait. Les dégâts sont plus gros à Paris, en tout cas. Les dégâts sont plus gros à Paris, mais en province, ça se passe quand même... Pas à Bordeaux. Pas à Bordeaux, où j'étais, justement, où il y a eu quelques affrontements. Mais je crois aussi que la surdité, l'aveuglement du pouvoir augmente la colère, la rage des gens d'être vraiment tenus pour en piètre considération. Je crois en effet que cette mobilisation-là, elle appartient à celles et à ceux qui l'impulsent depuis le départ. Donc je pense qu'elle va continuer à s'élargir. J'ai vu aujourd'hui que plusieurs dizaines d'universitaires entraient dans le mouvement, que des lycées, plusieurs centaines de lycées étaient aujourd'hui bloqués, que demain il y a un appel à une occupation des établissements. Donc on verra comment la tournure de ce mouvement commencera dans les jours qui viennent. Ce que je crois, c'est que la question démocratique est aussi posée, en fait. On a l'impression que tous les 5 ans, quelqu'un se fait élire et finalement n'a plus de compte à rendre à qui que ce soit, n'a pas à faire participer les citoyens à l'élaboration, à la délibération et à la décision politique. Et puis finalement, il y a eu une sorte de renversement sous la Ve République de ce qu'est le Parlement. Le Parlement, ce sont les représentants du peuple, c'est la souveraineté populaire. Et c'est
très important dans une démocratie que le peuple puisse tout au long du mandat se faire entendre. Et au fond, ce que l'on voit depuis 18 mois, ce sont plus de 300 parlementaires qui sont en fait des petits robots. Ils ont été élus, ces parlementaires. VRP du gouvernement. Oui, mais c'est le même débat que j'avais, moi, sous l'ancienne majorité. Donc je n'accuse pas uniquement Emmanuel Macron. Quand j'avais des débats avec les ministres, on me disait, mais tu dois être solidaire du président, du gouvernement. Je dis, mais quand est-ce que je suis solidaire de celles et de ceux qui m'ont fait l'honneur de m'élire? Quand est-ce que je suis solidaire du mandat qui m'a été donné? Moi, j'ai pris des engagements auprès de ces gens-là. Ils ont pris des engagements de renouveler la politique, d'amplifier la participation démocratique. On assiste à tout le contraire depuis 18 mois. Donc ce n'est pas surprenant que la colère, elle augmente et qu'à un moment donné, elle trouve des voies d'expression. Et moi, je suis plutôt satisfait que les voies d'expression, ce soient des mobilisations populaires, en fait. Merci en tout cas, Sergio Coronado, d'avoir été avec nous, ancien député Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RT France.